La question qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est quoi semer lorsque la prairie est endommagée? Avant de tout détruire la prairie, lorsque vous voyez des problématiques de mortalité importantes dans nos prairies, il y a plusieurs aspects à tenir en compte pour être sûr de porter le bon diagnostic. Et ça commence avec l'âge de la prairie. Est-ce que c'est une prairie qui a été ensemencée l'année dernière ou c'est une prairie qui a 2 ans ou 3 ans? Est-ce que c'est une problématique qui touche seulement quelques champs ou l'ensemble de l'entreprise? Parce que connaître l'amplitude va avoir des impacts sur le plan de rotation des différentes prairies. Connaître c'est quoi les besoins des fourrages. C'est pour ça que c'est important de faire une bonne connexion entre les conseillers qui s'occupent, les agronomes qui s'occupent de l'alimentation des troupeaux, soit bovins, laitiers, bovins de boucherie ou ovins, et l'agronome dans le champ pour faire des recommandations qui vont répondre aux besoins d'entreprise à court, moyen et long terme. Aussi, c'est de s'assurer de regarder ça va être quoi l'impact de cette mortalité et d'implantation de semis d'urgence ou de plans de fourragage d'urgence à court et moyen long terme sur la rotation. Puisque une action possiblement cette année ou une année précise peut être bénéfique à court terme, mais peut entraîner des problèmes à long terme dans ce qui a trait le plan de rotation puis la régie des prairies ou les coûts, en fin de compte, reliés à l'ensemble des pratiques. Aussi de valider la disponibilité des semences. Souvent, lorsqu'on est rendu au mois de mai ou qu'on décide, ou fin avril, début mai, puis qu'on a besoin de réimplanter de ville prairie, les semences ne sont pas tout le temps disponibles. La disponibilité de la machinerie, lorsqu'on parle de l'utilisation de semis directs pour semer en fin de compte des prairies, il faut être capable de l'avoir accès, il faut être capable d'avoir accès à les différentes machineries. Aussi, c'est de tenir en compte les conditions de champ. Est-ce que lorsqu'on parle d'une prairie qui est plus âgée, est-ce que le pH est optimal pour la prairie? Est-ce qu'il y a des déficiences en phosphore, potassium, soufre qui doivent être aussi corrigées avant de ressemer l'ensemble? Tout d'abord, je vais vous présenter une espèce de résumé des sommaires des stratégies qui pourraient être mises en place en tant que telles en fonction de l'âge du peuplement. Tout d'abord, lorsqu'une prairie a 1 an, c'est-à-dire qu'elle a été plantée l'année dernière, il est toujours possible d'effectuer un sursemis de luzerne, puisqu'il n'y aura pas de problème de taux de toxicité. Les avantages de pouvoir faire un sursemis de luzerne, c'est de pouvoir, c'est une plante qui les semences sont disponibles. Par contre, les rendements lors de la première année ne seront pas intéressants, vont être moyens. Ils avaient besoin d'une grande quantité de fourrage lors de cette période. Le sursemis de crêpe rouge, une autre approche. Les avantages, le semis est facile, l'établissement est rapide, il peut avoir des meilleurs rendements que le luzerne lors d'établissement. Puis on va voir des chiffres sur le sujet, des mesures de rendement dans ce qui vient dans les prochaines diapositives. Mais par contre, une faible durée de vie par rapport à la luzerne. Lorsqu'une prairie est âgée de 2 ans et plus, il y a différentes options qui sont disponibles pour le producteur ou son agronome qui souhaite l'aider. Le sursemis de trèfle rouge toujours, détruire la prairie avec un herbicide, soit en faisant un semis direct ou en travaillant le sol pour semer une culture d'urgence. On va voir différentes cultures d'urgence dans les prochaines minutes. Les avantages, ça peut être semé facilement. Il y a différentes espèces, il y a un différent choix de stratégies qui peut être mis en place. Par contre, les rendements, tout dépendant des cultures, peuvent être moyens. Puis la qualité peut très varier, tout dépendant c'est quoi les besoins de l'animal. Et souvent, que ce soit pour des bovins de laitiers en pic de lactation, on a besoin d'aliments qui sont riches en énergie, riches en protéines, et certaines apicultures ne sont pas adaptées pour fournir ces nutriments. Ou l'autre chose, c'est implanter des prairies de maïs en silage, de grains. Par la suite, si vous voulez avoir des très bons rendements de qualité qui va être uniforme, mais ce n'est pas adaptable à l'ensemble des régions du Québec ou au moment de bien l'implanter. Une portion des documents ici, je vous invite, vu qu'on a seulement 10 minutes, à aller revoir la présentation de M. Dr. Philippe Séguin du département de sciences végétales en tant que tel de l'Université McGill, qui a déjà traité le sujet il y a 2 ans et qui est beaucoup plus complète que la présentation, parce que dans son cas, c'est une présentation d'1 heure sur le sujet. Il y a différentes approches lorsqu'on parle de fourrage d'urgence. Il y a les plantes fourragères, comme qu'on implante pour du long terme, et annuelles ou vivaces. Il y a les céréales avec ou sans poids. Il y a la portion des légumineuses à grains. On parle de soya, on parle de pois. Ou les graminées annuelles de saison chaude. Au cours des prochaines diapositives, on va regarder majoritairement non les techniques d'implantation, mais plutôt les rendements et pour vous donner une idée du potentiel de différentes espèces de plantes pour combler les besoins. Ici, vous retrouvez en fin de compte les rendements des légumineuses lors de l'année d'implantation. Ça, c'est une moyenne sur 5 ans pour lorsqu'on fait une première coupe qui est en bleu et une deuxième coupe qui est en orange. Vous pouvez constater que lorsqu'on fait une première coupe,
Les légumineuses qui sont les plus performantes, c'est le trèfle d'Alexandrie et le trèfle rouge. Le trèfle blanc et le trèfle Cura sont ceux qui démontrent un moins grand rendement. Même chose à la luzerne. Lorsqu'on est rendu à la deuxième coupe, c'est toujours le trèfle d'Alexandrie, le trèfle rouge qui semble être le plus performant lorsqu'on a besoin de produire des fourrages urgents. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le trèfle Cura, c'est une variété de trèfle qui est peu ou très difficilement disponible. C'est un trèfle qui produit des rhizomes qui améliore la persistance de ce trèfle. Maintenant, lorsqu'on regarde les graminées, lors de leur année d'implantation, on retrouve ici le même principe précédent diapositive. Lorsqu'on compare de l'Alpis roseau, du brome des prés, du brome inerme, du dactyle, de la fétuque, de la fléole, du paturin et du vulpin. Comme vous pouvez constater, le dactyle sort haut la main dans les rendements lors d'une première année d'implantation, suivi du brome des prés et de la fléole des prés. Les précédentes graminées que je vous ai parlé, il s'agissait uniquement de graminées vivaces. Lorsqu'on parle de raies gras annuelles, il existe deux différents types, le type italien et le type Westworld. Présentement, lorsqu'on regarde les différents essais qui ont été faits au Québec, les rendements varient de 2,8 à 6,7 tonnes de matière sèche à l'hectare et il a déjà été possible d'observer des rendements jusqu'à 9 tonnes à l'hectare dans les prairies en Saskatchewan. Ce qui est important de savoir pour ce qui est du raies-gras, les raies-gras ont un système racinaire très superficiel, ce qui implique qu'ils ont une faible résistance à la sécheresse et c'est une graminée qui nécessite une grande apport en azote pour être capable d'être performée et obtenir des rendements de qualité. Voici quelques avantages et des inconvénients pour l'utilisation de plantes fourragères annuelles ou vivaces. Certains avantages, c'est des espèces qui sont bien connues, qui sont bien maîtrisées par les agronomes et les producteurs. Les semences sont facilement disponibles, peut-être pas toutes les variétés. Il y a des herbicides disponibles pour contrôler les mauvaises herbes. Certains avantages, les rendements sont peu élevés selon les espèces. Comme vous avez pu constater, le dactyle, le raies-gras sont des bonnes variétés pour les graminées, le trèfle d'Alexandrie, le trèfle rouge. Ça, c'est plus une planification à long terme aussi. Il faut que ça s'inscrive dans une planification à long terme dans la gestion des prairies pour le producteur et l'agronome. Je présente ici certains rendements pour des mélanges d'avoine, d'orge, avec ou sans poids, selon les différents stades de récolte qui va être choisi par le producteur. Vous pouvez constater que plus le grain devient mature, plus les rendements augmentent. Mais c'est important de savoir que plus que le plant devient mature, moins la qualité du ruissonnel est augmentée. C'est pour ça qu'on recommande de faire une récolte au début épiaison dans cette région-ci. Comme vous pouvez le constater, les rendements sont supérieurs lorsque l'avoine et l'orge sont implantés de façon individuelle par rapport au poids. Par contre, ce n'est pas le cas ici. Plus qu'on augmente en croissance, dans la maturité, au stade laiteux, l'avoine poids est supérieure. Par contre, l'avantage des mélanges avec des poids, c'est d'augmenter la quantité de protéines dans le mélange. Certains avantages et inconvénients pour lorsqu'on travaille avec des céréales et des pois, c'est des espèces bien connues, ces semences sont facilement disponibles. Peut-être qu'il y en reste dans des silos, peut-être qui sont disponibles. Il y a des herbicides disponibles, c'est là à plusieurs régions du Québec, qu'on soit en Abitibi ou en Montérégie, c'est des variétés qui peuvent être implantées. Des désavantages, c'est des rendements des fois qui peuvent être modérés, ça varie grandement entre les espèces de 3 à 7 tonnes. Et la qualité peut être augmentée avec l'ajout de poids, mais ça augmente aussi le coût et rend plus difficile le contrôle des mauvaises herbes. Une autre chose qui peut être intéressante pour vous lorsqu'on parle de céréales, c'est l'implantation de céréales d'automne au mois de mai. La raison est la suivante. Pourquoi planter des céréales d'automne au mois de mai, au mois de juin? C'est simplement que, compte tenu qu'il n'y aura pas d'hivernation en tant que telle de la plante ne produira pas de grains. Ainsi, la plante va juste produire du feuillage tout au cours de la saison de croissance et oui, peut-être que les rendements vont être moins élevés, mais la qualité va être plus au rendez-vous. Par contre, l'enjeu d'implanter des céréales d'automne au mois de mai, au mois de juin, c'est la disponibilité des semences, puisqu'habituellement, les semences sont récoltées fin juillet, début août, pour être réensemencées au mois de septembre. Et là, il faut voir comment le tout va fonctionner. Ici, je vous ai présenté des rendements selon différents facteurs de gestion, soit l'écartement entre les rangs, la densité de peuplement et le stade de récolte. Ces données-là se retrouvent sur le site de l'OMAFRA lors d'une étude. Puis, vous pouvez constater que plus l'écartement entre les rangs est petit, plus on est capable d'augmenter la fonction des rendements. Et plus que le plan est mature, plus que les rendements sont importants. Certains avantages ou inconvénients du soya ou simplement des pois. Ici, je vais vous présenter des rendements de culture en implantation de pois, des très haute qualité, adaptation à la plupart des régions. Par contre, le coût des semences est plus élevé pour les pois. Les rendements sont modérés et des fois, le processus de fermentation il peut être compliqué. L'autre plante d'urgence qui est disponible aussi, c'est tout ce qui est les annuels de saison chaude, les plantes de C4. On parle de millet perlé, de sorgho, d'herbe de Soudan, d'hybride sorgho-Soudan
ou encore de maïs. On ne parlera pas vraiment du maïs ici, mais dans le cadre de cette présentation, je ne montrerai pas des rendements. Ici, on retrouve les rendements en tonnes de matière sèche à l'âtre, c'est important de le faire, lors d'essais de différents hybrides de miel perlé fourragé, de sorgho, d'hybrides sorgho-soudan, d'herbes soudan et d'un mélange des différentes espèces fait à l'Université du Vermont, qui sont des climats, en fin de compte, qui sont comparables, on pourrait dire, à ceux du Québec. Puis vous pouvez constater qu'en bleu, on retrouve la première coupe et en rouge, la troisième coupe. On peut retrouver que l'herbe du Soudan performe beaucoup mieux que les hybrides sorgho-soudan. Et en deuxième position, on retrouve le millet perlé et en troisième, le sorgho. Il est important de noter ici que les performances, si on parle d'une année, on ne parle pas d'une année sur 5 ans. Je vous invite d'ailleurs à visiter l'Université du Vermont. On retrouve des essais de différents hybrides de ces plantes C4, annuelles à saison chaude, depuis, je pense, 2016, 2017, 2018, 2019. Les avantages des annuelles de saison chaude, on retrouve l'avantage du rendement, l'excellent rendement. Par contre, c'est une plante qu'on peut semer du début à la fin juin. Puis il y a plusieurs options disponibles. Il y a des versions fourragères, type sucré, type BMR, où la digestibilité de la fibre est améliorée. Des avantages qu'il faut faire attention, c'est la production d'acide prussique. Il est important d'implanter ce type de plante-là lorsque la température du sol est supérieure à 14 ou 16 degrés Celsius, dépendant où qu'on regarde dans la littérature. C'est limité en termes de région, où il y a plus de 2300 UTM, si on veut faire jusqu'à un minimum d'une coupe ou deux. Et présentement, il y a une absence d'herbicides homologués. Juste un petit rappel pour ceux qui veulent en connaître un peu plus sur l'acide prussique, j'avais fait un article l'année passée dans le bulletin des agriculteurs sur le sujet pour connaître comment gérer cette défi-là pour les producteurs, que si le fourrage est bien fait, on réduit grandement les risques de problématiques. Rapidement, si on arrive bientôt à la fin du 20 minutes, voici différentes comparaisons entre différents types de plantes qui sont ensemencées au mois de mai, juin et juillet pour voir c'est quelles de ces différentes stratégies qui sont peut-être les mieux adaptées dans un cas de fourrage urgent. On retrouve une série de différents de maïs en silage avec une maturité plus hâtive et plus tardive. On peut constater ici que les rendements sont de loin supérieurs en tant que tel pour le maïs et le sorgho. Dans ce cas-ci, lorsqu'on regarde l'herbe du Soudan avec leurs différents hybrides et le millet, les rendements, on pourrait dire qu'ils sont intermédiaires, se retrouvent en deuxième position. Par la suite, on retrouve les soya, l'orge et les céréales. Et finalement, on se retrouve avec des luzernes. Vous pouvez constater que dans le cas du maïs et du sorgho, ils sont plus affectés par la date de semis, dépendant des régions, tandis que l'herbe Soudan, les sorgho Soudan et les millets semblent un peu plus équivalents. On est capable de le planter au mai, juin ou juillet. Lorsqu'on parle des céréales, il y a une perte en tant que telle de faible rendement. Et c'est la même chose pour la luzerne, compte tenu que la luzerne, si elle est plantée au mois de juillet, ça peut être plus problématique. Lorsqu'on regarde un peu le coût par tonne de matière sèche, ici, c'est une étude qui est faite par Philippe Séguin, c'est simplement la quantité d'azote et le prix des semences qui est nécessaire pour combler, pour y arriver. On peut constater que ça n'inclut pas en tant que tel le coût de la machinerie pour récolter. Lorsqu'on regarde les coûts de production, les millet perlé, l'herbe soudan, les avoines fourragées, les pois sont des cultures d'urgence dont le coût de production est plus faible. Mais comme j'ai dit, ça n'inclut pas le coût de récolte et le coût d'entreposage. Simplement, l'important, c'est d'évaluer l'état des champs, d'évaluer les besoins fourragers du troupeau, d'en discuter avec le responsable d'alimentation du troupeau pour s'assurer de répondre à la fois aux quantités et à la qualité des fourrages qui est désirée, d'évaluer l'impact à court, moyen et long terme. C'est très anxiogène en tant que tel d'arriver au printemps et de voir « Ah, mes prairies sont mortes, qu'est-ce que je fais? » Oui, peut-être à court terme, ça va être intéressant, mais à long terme, ça peut causer aussi des stress si c'est mal planifié. Choisir la bonne stratégie en fonction des besoins qui a été ciblé avec le producteur et l'agronome. Et juste faire attention d'appliquer les bonnes pratiques agronomiques pour les annuelles de saison chaude, surtout la date d'implantation. Juste un petit rappel, parce que je crois qu'il y a des producteurs qui ont débuté des semis plantes fourragères dans des régions du Québec en ce moment-ci. Et si vous avez implanté l'herbe Soudan comme plante abri ou autre, il y a des fortes chances que ce soit problématique, parce que je doute que le sol soit à 14 ou 16 degrés actuellement.